Merci. Merci pour votre accueil chaleureux. Un petit mot d'excuse pour les personnes qui sont là et qui sont obligées de rester debout à l'entrée. Et je crois que le nombre que vous êtes ce soir dit quelque chose. On est le 21 décembre ce soir. Le 21 décembre, le fait qu'on soit aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir envoie un message. Parce qu'on n'accepte pas l'horreur, bien sûr, de ce qu'il se passe à Gaza. Mais aussi parce qu'on a tous été blessés, frappés, dégoûtés par le vote qui a eu lieu mardi à l'Assemblée nationale. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à Farida, ici, les gens, il faut leur parler franchement ou pas? Elle m'a dit oui, il faut leur parler franchement. Alors on va se parler franchement. J'ai honte. J'ai honte que dans notre pays, une majorité de députés vote en faveur d'un texte de loi qui contient en son sein des propositions qui sont historiquement les propositions du Rassemblement national et de Jean-Marie Le Pen. J'ai honte. J'ai honte que dans notre pays, désormais, il existe une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour considérer qu'un travailleur français et un travailleur étranger ne doivent pas avoir les mêmes droits, ne doivent pas avoir accès aux mêmes prestations sociales. Parce que je sais, parce que vous le savez comme moi, que les travailleurs étrangers dans notre pays, la France, occupent ces emplois qui sont des emplois indispensables, qui sont les emplois dont on a besoin pour la vie de la nation. Que quand vous vous levez à 5h du matin ou à 5h30 du matin et que vous allez prendre le RER, pas si loin d'ici, ou le métro, que vous les voyez, ces travailleurs, que vous les voyez, ces travailleuses, celles qui vont à l'hôpital, celles ou ceux qui s'occupent de faire des ménages, celles et ceux qui s'occupent de la sécurité, celles et ceux qui s'occupent d'occuper ces emplois dont pas grand monde ne veut. J'ai honte que, soi-disant, pour faire plaisir à quelques sondages sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, on considère qu'un travailleur, parce qu'il n'a pas la même nationalité qu'un autre, ne doit pas avoir accès aux mêmes droits. J'ai honte que la France soit le seul pays dans le monde où on considère qu'un étudiant étranger doit ou devrait désormais payer une caution financière à son arrivée en France qu'il ne récupérerait pas s'il ne quittait pas notre territoire national. J'ai honte parce que les étudiants étrangers en France, d'abord, il faut le dire, rapportent davantage à la France qu'ils ne coûtent. Mais parce que quand on a une haute idée des valeurs universelles que nous portons, quand on a une autre idée de notre maxime républicaine, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, quand on a une idée des principes humanistes qui sont les nôtres, on est fiers d'accueillir en France des étudiants étrangers. On est fiers de les avoir à nos côtés. On est fiers de partager le savoir, la culture, l'éducation, l'émancipation. On est fiers de contribuer à faire progresser le monde entier. Et je ne suis pas le seul à être indigné. Peut-être avez-vous vu cette prise de position des syndicats étudiants, des présidents d'université, qui tous ont exprimé leur indignation face à cette mesure. Et même, soi-disant, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui aurait présenté sa démission, mais elle aurait été refusée. Alors je vais lui dire franchement, Madame Retailleau, si vous êtes sincèrement indignée par cette disposition et par le vote de cette loi, vous n'avez pas besoin qu'on accepte votre démission. Partez, quittez le gouvernement. Là, vous ferez preuve de courage. Là, vous montrerez sincèrement votre indignation. J'ai honte. J'ai honte que cette semaine, l'Assemblée nationale française ait décidé de revenir
sur un principe, le droit du sol, qui existe dans notre pays depuis 1515. Depuis 1515 en France, on considère qu'une personne qui met son pied sur le sol français peut devenir français. Depuis 1515 en France, on a ce principe. Et quelques députés macronistes appuyaient, et contrairement à ce que j'ai entendu hier, y compris par le président de la République, appuyés par les députés de droite et de l'extrême droite, nous ont fait honte, ont défiguré la France, ont balafré le drapeau bleu, blanc, rouge, nous ont insultés dans notre humanité. Voilà ce qui s'est passé cette semaine. Et il faut le dire franchement. Ils n'ont pas voulu perdre. Ils n'ont pas voulu que le texte de loi ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas voulu reculer. Ils n'ont pas voulu retirer la loi. Ils ont peut-être gagné quelques semaines ou quelques mois de sursis. Mais nous les ferons perdre. Nous les battrons. Nous reviendrons sur cette loi. Nous annulerons cette loi. Nous abrogerons cette loi. Et ils auront la défaite et le déshonneur parce qu'ils nous ont déshonorés. Et puisqu'on a dit qu'on se parlait franchement, il faut dire aussi que ce qui s'est passé cette semaine n'est pas une péripétie comme une autre, n'est pas un texte de loi comme un autre. C'est un moment de bascule. C'est une rupture. Bien sûr, ça fait depuis malheureusement plusieurs mois, plusieurs années que ce gouvernement est contaminé par les idées de l'extrême droite, que ce gouvernement, pour masquer son incapacité à régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien, essaye de jeter en pâture la figure de l'étranger, de l'immigré, de musulmans, comme responsable de tous les maux. Oui, c'est vrai, ça fait depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Et c'est abject. Mais ce qui s'est passé cette semaine est une rupture, est un point de bascule qui a été franchi. Et si nous ne sommes pas capables de l'entendre, si nous ne sommes pas capables de le comprendre, alors nous ne serons pas à la hauteur de notre devoir et de notre responsabilité. Dans les années 30, face à la montée des ligues fascistes, nos aînés ont été capables d'entendre le message, ont été capables de se rassembler, ont été capables de créer le Front populaire avec une devise: pain, paix, liberté. Voilà la devise que nous reprenons à notre compte. Oui, le pain, parce que contrairement à ce qu'on nous dit midi et soir, toute la journée sur les plateaux de télévision, non, la difficulté principale à laquelle sont confrontés les Français aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration. Non, la difficulté principale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est notre capacité à finir les fins de mois, à avoir un salaire qui nous permette de vivre dignement, à faire en sorte, quand on arrive dans une période comme la période de Noël, de faire en sorte tout simplement qu'on puisse profiter de quelques moments de bonheur entre nous, qu'on puisse faire des cadeaux pour les enfants, qu'on puisse retrouver des proches qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et je crois que vous ressentirez comme moi la blessure de savoir que 20% des Français cette année ont peur d'être seuls pour les fêtes de Noël parce que les billets de train sont trop chers, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce que le carburant est trop cher. Je suis sûr que vous ressentirez comme moi la blessure de savoir que 37% des Français affirment qu'ils ne vont pas pouvoir offrir de cadeaux cette année. Je suis sûr que vous ressentez comme moi la blessure de savoir que 60% des parents disent qu'ils vont se priver pour pouvoir offrir quelques cadeaux à leurs enfants. Et quand on est dans une situation
comme celle que je suis en train de vous décrire. Quand on a une inflation qui fait du mal au pays, qui nous fait souffrir, voir qu'un gouvernement préfère consacrer son temps à essayer de créer des divisions artificielles entre les Françaises et les Français, d'essayer de faire croire aux Français que ce sont les étrangers qui sont responsables de tous les maux. Je dis qu'ils sont infects, qu'ils sont indignes, qu'ils sont une honte. Oui, bien sûr, la situation en France, elle est difficile. Mais si les prix ont augmenté, si les prix sont trop chers, ce ne sont pas les immigrés qui sont responsables de cette situation. Ce sont les profiteurs de crise qui s'en mettent plein la poche, mois après mois, alors qu'une grande partie de la population n'arrive pas à finir les fins de mois. Si on n'arrive plus à être soigné dans des bonnes conditions dans notre pays, la France, ce n'est pas la responsabilité des immigrés ou des étrangers. C'est la responsabilité de ceux qui nous dirigent depuis des décennies et qui ont affaibli nos investissements dans le système de santé, qui ont laissé nos urgences détruites à tel point que dorénavant, dans un certain nombre de villes, les urgences ne sont même plus ouvertes, qu'on vous fait attendre pendant des heures et des heures avant que vous puissiez être pris en charge. Donc oui, la paix, le pain, la liberté sont les revendications que nous allons continuer à défendre. La paix, bien sûr. Farida, Antoine, les personnes qui se sont exprimées avant moi en ont parlé aussi. Parfois, on me dit, souvent c'est ceux qui sont mal intentionnés, mais pourquoi vous vous occupez de la Palestine? La Palestine, c'est loin, occupez-vous des Françaises et des Français. D'abord, je dis, on peut faire les deux. Et deuxièmement, je dis que ce qui se passe en Palestine est peut-être loin de nous géographiquement. Mais ce qui se passe en Palestine met en cause notre humanité tout entière. Quand on est la France, quand on a au fronton de nos mairies la liberté, l'égalité et la fraternité, on n'accepte pas qu'une population civile se fasse massacrer comme elle l'est aujourd'hui dans la bande de Gaza depuis plusieurs mois. Quand on est la France, on n'accepte pas des volontés génocidaires qui s'expriment aujourd'hui à Gaza dans la bouche de ministres israéliens, tels que d'ailleurs les ont dénoncés les responsables des Nations Unies. Quand on est la France, on n'accepte pas de considérer qu'il y a des vies qui valent davantage que d'autres vies. Et l'horreur, la brutalité, le dégoût que nous inspire ce qui se passe à Gaza aujourd'hui a été décrit précédemment. Moi, je veux dire ici, honte à ceux responsables politiques, députés, ministres, présidents de la République, honte à ceux qui détournent le regard, honte à ceux qui font comme s'ils n'avaient pas de pouvoir pour agir sur ce qui est en train de se passer à Gaza. Honte à ceux qui se sont levés et qui ont applaudi au soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Il aura fallu 50 jours pour que le président de la République daigne enfin prononcer le mot de cessez-le-feu. Et hier, peut-être l'avez-vous vu, je ne vous reproche pas si vous ne l'avez pas fait. C'était long, c'était pénible. Mais peut-être avez-vous entendu ce qu'il a dit, où je me suis dit, mais cet homme vit dans un monde parallèle. Il nous dit, la position de la France est reconnue dans le monde entier comme une position qui est une position équilibrée. Mais il n'y a que lui qui croit ça. La France, traditionnellement, avait effectivement une position qui faisait notre fierté. Parce que oui, le peuple français, il était fier quand la France s'était opposée à la guerre en Irak. Parce que oui, le peuple français, il était dans les rues pour refuser la guerre. Parce que oui, le peuple français, il était fier quand, après la deuxième intifada,
le président Chirac, à l'époque, avait accueilli immédiatement à Paris le responsable, le président de la République israélien, le responsable de l'autorité palestinienne, pour essayer de faire en sorte de ramener la paix et de réouvrir un processus de paix. Mais la France, sa parole, elle a été décrédibilisée par les revirements successifs, les positions qui changent en fonction des interlocuteurs, comme l'a fait le président de la République. Mais puisque on va regarder devant et pas derrière, puisqu'après 50 jours, le président de la République s'est enfin exprimé en faveur d'un cessez-le-feu, je lui dis maintenant, il ne suffit pas de paroles, il ne suffit pas de parler, il faut poser des actes. Il faut que la France dépose au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution pour demander un cessez-le-feu immédiat. Il faut que la France demande, si cette résolution est écartée comme l'a été la résolution précédente, par un veto des États-Unis d'Amérique. Il faut que la France agisse comme il est possible de le faire auprès de l'Assemblée générale des Nations unies pour obtenir une session extraordinaire et pour obtenir la mise en place d'une force d'interposition pour faire en sorte que les massacres s'arrêtent. Il faut que la France, parce qu'elle a le pouvoir de le faire, s'engage sur la voie des sanctions, à la fois contre les colons israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, à la fois contre l'armée et le gouvernement israélien pour mettre un terme aux bombardements meurtriers qui frappent aujourd'hui les populations civiles de Gaza. Il faut que la France demande la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Tant que perdureront le siège de la bande de Gaza et les exactions commises en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et enfin, Monsieur Macron, si vous voulez être crédible dans les paroles que vous avez eues pour demander enfin un cessez-le-feu, nous vous disons que la France doit reconnaître officiellement l'État de Palestine, comme le font une grande majorité des États dans le monde. L'Assemblée nationale a voté une résolution pour la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Dorénavant, le président de la République doit s'engager sur cette voie. Il doit accompagner les efforts du gouvernement espagnol qui demande que l'Union européenne reconnaisse officiellement l'État de Palestine. Voilà ce que nous pouvons faire pour la paix. J'ai dit le pain. Je vous ai dit la situation. J'ai dit la paix. Je dis la liberté. La liberté. La liberté, être libre, c'est vivre libéré de la peur du lendemain, disait Ambroise Croizat, le fondateur de la sécurité sociale. La liberté, c'est pouvoir être libre de choisir qui l'on veut être. C'est pouvoir aimer qui l'on aime. C'est pouvoir vivre, s'habiller comme on le souhaite. Ne pas voir les tenues que l'on a envie de porter être pointées du doigt dans les médias, comme si parce que on voulait porter telle ou telle tenue, on allait devenir un complice de je ne sais quel terroriste. Alors que la grande partie de la population française en a assez qu'on essaye de nous diviser en fonction de nos religions. Être libre, c'est pouvoir sortir dans la rue sans craindre pour sa vie quand on est un adolescent. Être libre, c'est pouvoir sortir dehors sans avoir besoin de montrer ses papiers 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau que les autres. Être libre, aussi, c'est notre combat. Je voulais
reprendre à mon compte ce soir cette revendication du Front populaire parce qu'elle me semblait particulièrement d'actualité. Et maintenant, parce qu'on a dit à quel point cette semaine avait été une semaine où il s'était passé des choses extrêmement graves. Chacune des personnes qui se sont exprimées avant moi l'ont souligné. Je vous dis maintenant que nous avons tous ici un devoir et une responsabilité. Et là aussi, on va se parler franchement. Oui, c'est dur. Oui, on voit petit à petit les idées d'extrême droite contaminer le spectre politique. Oui, on voit les idées de Jean-Marie Le Pen s'inscrire dans la loi. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh là là, c'est grave. Et puis on passe à autre chose. Ou on est capable de se dire dorénavant qu'il faut se mobiliser, s'engager, rejoindre les associations, rejoindre les syndicats, rejoindre les mouvements politiques, refuser l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans ce pays ou de ses idées. Parce que ce n'est pas une fatalité. Parce que si j'ai voulu vous parler ce soir du Front populaire, c'est parce que oui, à l'époque aussi, les idées d'extrême droite progressaient et le peuple français a été capable d'un sursaut. Nous avons besoin de ce sursaut. Ne restons pas chacun dans notre coin. Regroupons-nous, coalisons-nous ensemble. Non, ce pays n'est pas acquis aux thèses de l'extrême droite. Non, ce pays n'est pas acquis à la division. Oui, à longueur de journée, on essaye de vous faire croire que votre problème, c'est votre voisin, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que vous, parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il parle trop fort. On essaye de vous faire, de vous diviser, de vous fracturer, de vous séparer. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce que dans l'histoire, les libéraux, ceux qui gouvernent, ceux qui dominent, ont toujours eu besoin de diviser l'unité du peuple pour conserver leur pouvoir. Et nous sommes les partisans de l'unité du peuple, parce que c'est l'unité du peuple qui nous permettra de reprendre le pouvoir des mains de ceux qui nous l'ont confisqué, de pouvoir reprendre les richesses des mains de ceux qui nous l'ont confisqué. Et l'unité du peuple, on doit la construire ensemble, autour de nos organisations, autour des associations, autour des organisations syndicales. Vous avez ici, chacune et chacun dans cette salle, une responsabilité. On en a aussi une, et il faut la regarder en face. Je dis ce soir que quand la situation est grave comme elle l'est aujourd'hui, il n'est plus temps de décider de moratoire ou de suspension de la NUPES, parce que la NUPES, telle que nous l'avons construite, a donné un espoir au peuple français. Parce que la NUPES nous a permis d'offrir un espoir, une alternative, parce que la NUPES nous a permis de remporter le premier tour des élections législatives. Parce que, face à la Macronie qui part en lambeaux, face à 25% des députés macronistes qui n'ont pas voté cette loi sur l'immigration, face à un ministre qui quitte le gouvernement, cette semaine, c'était une semaine terrible, mais cette semaine, c'était aussi le premier jour de la fin du macronisme. Et la question qui nous est posée dorénavant, c'est de savoir sur quoi débouchera la fin du macronisme. À la fin, ça sera eux ou nous. Ça sera l'extrême droite ou ça sera nous. Et ça dépend de nous, ça dépend de notre engagement, ça dépend de notre détermination, ça dépend de notre mobilisation. J'ai adressé, au nom de la France Insoumise, un courrier à l'ensemble des composantes de la NUPES pour leur proposer une réunion d'urgence pour faire en sorte qu'on reprenne le chemin de l'union tel que nous l'avons constitué aux dernières élections législatives. Je leur propose qu'on se réunisse immédiatement, qu'on pose la question enfin d'une liste commune pour les prochaines élections européennes, parce qu'on doit donner une alternative face à la situation que nous avons devant nous. Et puis, mes amis, nous allons continuer à nous mobiliser. Dans les manifestations, je sais, on s'y voit, on s'y croise, on s'y retrouve, en solidarité avec le peuple palestinien, pour la paix, contre la loi sur l'immigration, contre la vie chère. On est ensemble dans ces mobilisations.
et on va continuer à l'être. Aujourd'hui, on s'est parlé franchement, dans la gravité du moment, dans la détermination qui est la nôtre, dans la nécessité d'un sursaut et d'une mobilisation populaire la plus large possible. Et je crois que pour terminer, il n'y avait rien de mieux que de vous lire un poème d'un poète palestinien. Il s'appelle Mahmoud Darwish. Vous le connaissez sans doute. Et dans ce poème, vous verrez peut-être aussi, bien sûr, le sentiment de la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, mais aussi l'espoir et le chemin que nous allons tisser ensemble. Mahmoud Darwish disait « Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Au ver à soie, nous dérobons un fil pour édifier un ciel qui nous appartienne et enclore cette migration. Et nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin sorte dans les rues comme une belle journée. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Là où nos élisons demeurent, nous cultivons les plantes vivaces et récoltons les morts. Dans la flûte, nous soufflons la couleur du plus lointain. Sur le sable du défilé, nous dessinons les hennissements et nous écrivons nos noms, pierre par pierre. Toi, l'éclair, éclaircis pour nous la nuit, éclaircis donc un peu. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Merci beaucoup.